Saint Seiya. Dans cet entretien publié dans le numéro de Gamest de mars 1989, le président d'IREM, Yoshiyuki Takashima, s'exprime sur les perspectives futures de l'entreprise. À court terme, il mentionne l'importance de renforcer l'offre des jeux d'arcade tout en prévoyant de relever le défi de production de plus grande envergure. Un goût différent, IREM, une passion qui donne naissance à des chefs-d'œuvre. Sans se laisser influencer par d'autres tendances, ils ont continué à emprunter leur propre voie et à créer des œuvres typiquement représentatives d'IREM. Pour une telle entreprise, l'apparition de R-Type représente une révolution. À leur palette de couleurs solides s'est ajoutée une puissance phénoménale. Attendez-vous à un IREM plein de charme. Jusqu'à l'été d'il y a 2 ans, il n'y avait peut-être pas tant de gens qui connaissaient le nom de la marque IREM. De 1984 à 1985, IREM a obtenu des succès avec la série Spartanix et Lode Runner. Cependant, après cela, il semblait y avoir peu de jeux capables d'attirer de nombreux joueurs jusqu'à la sortie de R-Type. C'est dans ce contexte qu'un jeu de tir, genre inhabituel pour IREM, allait sortir. Nous sommes donc allés enquêter, et nous avons été surpris. Contrairement à l'image habituelle d'IREM, R-Type condensait des graphismes réalistes et des idées fantastiques. Depuis, IREM a continué sur une lancée impressionnante, balayant les quelques années de pause qu'ils avaient eues, avec des titres comme Mr. Ellie et leur plus récent succès, Image Fight. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette progression continue d'IREM ? Comparons le IREM d'avant et après R-Type. La principale différence réside dans les graphismes. Jusqu'alors, ils utilisaient principalement des couleurs primaires appliquées en aplat. Pendant ce temps, les autres fabricants amélioraient continuellement leur graphisme, et IREM semblait être resté à la traîne. Cependant, IREM ne s'est pas endormi sur ses lauriers durant cette période, et semblait travailler sur le développement de nouveaux matériels. Avec R-Type, premier jeu sur ce nouveau matériel, ils ont réussi à créer un univers unique avec des graphismes réalistes, très différents de ce qu'ils faisaient auparavant. Depuis, avec des jeux comme Mr. Ellie no Daibuken, Vigilante, Saigo no Nindo et Image Fight, la qualité graphique n'a cessé de s'améliorer grâce à une meilleure utilisation du matériel. L'amélioration graphique a également influencé la conception des personnages. Avec des graphismes plus réalistes, il est devenu possible de dessiner des personnages plus proches de l'imagination initiale, créant ainsi des univers de jeux uniques. Cela a permis de créer des jeux totalement différents de ce produit avant R-Type. Pour les joueurs, la différence entre les jeux d'IREM avant et après R-Type est telle qu'il est difficile de croire qu'ils proviennent du même éditeur. Malgré ces évolutions, certains aspects traditionnels des jeux d'IREM n'ont pas changé. Bien que cela puisse ne pas être évident au premier coup d'œil, leur engagement envers la jouabilité reste constant. Les jeux d'IREM sont conçus pour que les joueurs puissent élaborer des stratégies et trouver des solutions, comme dans Moon Patrol, Spelunker ou Kaiketsu Yanchamau. Cette approche axée sur la jouabilité se manifeste particulièrement dans la série Lode Runner, avec des titres comme Lotto et Meikyu Shima. Peu d'éditeurs proposent autant de jeux de puzzle, un genre qui privilégie l'intérêt pur du jeu sur l'histoire ou l'univers. Cette philosophie centrée sur la jouabilité persiste après R-Type. Ce jeu par exemple nécessite non seulement des réflexes pour esquiver les tirs ennemis, mais aussi une compréhension approfondie des comportements et des schémas ennemis. Bien que Vigilante soit une exception, des jeux comme Saigo no Nindo nécessitent une utilisation stratégique des armes. Cependant, cette haute jouabilité s'accompagne d'un niveau de difficulté élevé, ce qui peut poser problème. Un jeu avec une grande jouabilité ne permet pas de progresser en jouant de manière négligente. Si les joueurs expérimentés trouvent cela intéressant, les joueurs moyens pourraient ne pas avancer, ce qui est problématique. Même un jeu potentiellement captivant perd de son intérêt si les joueurs ne peuvent pas progresser. Dans les jeux récents comme Mr. Ellie no Daibuken et Image Fight, les premiers niveaux semblent trop difficiles, ce qui pourrait décourager certains joueurs. Dans le cas de Saigo no Nindo, les premières et deuxième étapes sont relativement faciles. Cependant, dès la troisième étape, la difficulté augmente brusquement, et on se demande combien de joueurs à travers le pays peuvent finir le jeu en mode normal. La forte difficulté à la fin du jeu peut être attrayante pour les passionnés. Toutefois, même si les premières étapes permettent de jouer, un niveau de difficulté si élevé pour terminer le jeu peut décourager les joueurs.
Il est bon d'avoir des jeux de ce genre, et c'est ce qui fait le charme d'Irem. Cependant, il serait également intéressant d'avoir des jeux que tout le monde pourrait potentiellement terminer. Des jeux récents comme Lost Worlds de Capcom et Origin de Namco sont des exemples de jeux qui ne sont pas trop difficiles à terminer et peuvent être joués plusieurs fois. J'aimerais voir Irem tenter de créer ce genre de jeu également. Irem est une entreprise historique, mais elle n'a publié que 5 jeux depuis R-Type. On peut donc encore la considérer comme une entreprise en développement, et j'espère qu'ils continueront à sortir différents types de jeux à l'avenir. Les joueurs seraient ravis de voir des jeux créés avec une imagination libre, sans être contraints par des idées fixes sur ce que devrait être un jeu. De plus, je souhaite qu'ils continuent à maintenir leur haut niveau de jouabilité tout en avançant avec force. Avec une base de fans d'Irem qui croient régulièrement, le moment est idéal pour qu'Irem prenne son essor. J'ai de grands espoirs pour leur avenir. Pour commencer, cela fait maintenant 3 ans que vous avez été nommé président. Quel a été votre premier projet après votre nomination? En réalité, il s'agit d'un jeu qui a été annulé. À cette époque, nous venions d'entrer sur le marché de la Famicom. C'était une période où l'entreprise avait énormément de puissance. Sur Famicom, Spartan X était un hit, et dans les arcades, Lode Runner 2 se vendait bien. Même si mon premier jeu en tant que président a été annulé, je pense que cela ne m'a pas trop affecté personnellement. Y a-t-il eu des moments difficiles? Oh oui, beaucoup. Tout d'abord, l'organisation. J'ai commencé par structurer l'organisation. Il s'agissait de combiner des individus qui travaillaient de manière disparate, donner une direction claire à des groupes qui n'avaient pas d'objectif précis. C'est ainsi que j'ai commencé. Parmi les jeux d'arcade, quel a été le plus grand succès de ces 3 dernières années? Probablement R-Type, en nombre de copies vendues. Pensiez-vous que ce jeu serait un succès? J'espère toujours que tous nos jeux seront des succès quand nous les lançons. Eh bien, lorsque nous lançons un produit dans un genre totalement nouveau, nous le ressentons. Par exemple, lorsque nous avons sorti Spartan X, qui n'était pas encore distribué par Irem, c'était la première fois qu'un jeu de combat était présenté de cette manière. Nous avons ressenti ce changement. De même, il y a 1 an et demi, lorsque nous avons sorti R-Type, la technologie graphique avait tellement évolué que nous pouvions afficher de grands personnages à l'écran. Vous aviez donc un pressentiment que ce serait un succès. Combien de temps a duré le développement? 1 an et demi. Au début, nous travaillions sur un projet complètement différent, mais à un moment donné, les développeurs se sont tellement investis dans leurs idées que le jeu a complètement changé. Initialement, ce n'était pas R-Type, mais une autre idée. Les concepteurs avaient travaillé sur des jeux d'action basés sur des personnages, mais c'était leur première expérience avec un véritable jeu de tir. À l'époque, ils étaient inspirés par Gradius. Chez Irem, les directives pour développer de nouveaux jeux viennent-elles de la direction? Non, nous ne donnons pas de directives spécifiques. Nous leur donnons la liberté de créer ce qu'ils veulent. Nous les laissons poursuivre ce que les utilisateurs recherchent. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas du tout de directive. Les développeurs veulent créer un jeu de tir, donc ils ont commencé à y travailler, il y a 3 ans. Les 6 premiers mois, ils ont travaillé sur un jeu complètement différent. Le projet initial a été abandonné et ce jeu parallèle est devenu R-Type. Donc cela commence avec une idée vague. Oui, c'est à ce moment-là que le comité de planification examine l'idée initiale pour décider si elle est viable. Si l'équipe de développement pense que l'idée est bonne, nous la développons. Il n'y a donc pas de directive spécifique venant de la direction? Non, si un jeu développé sur ordre de la direction échoue, le développeur peut se déresponsabiliser en disant que c'était une directive de la direction. A l'inverse, si l'équipe développe un jeu qu'elle souhaite créer, elle y mettra toute son énergie. Donc pendant la période de développement, vous ne faites pas de remarques comme cela ne va pas ou corrigez ceci? Chez nous, tout le monde travaille avec le même sens des responsabilités. Jouez-vous aux jeux vidéo, monsieur le président? Jusqu'à l'époque de Lode Runner, je jouais souvent. Mais les jeux actuels sont rapides et difficiles. Je regarde plutôt les autres jouer maintenant. Pour donner des directives, il faudrait que je sois moi-même un spécialiste. Je dis aux spécialistes de créer de bons jeux. Je me contente de leur masser les épaules. Je vais souvent voir les développeurs jouer. Parfois, nous discutons longuement et nos idées convergent. Ils prennent parfois en compte mes suggestions. Oh, et comment? Dans Spartan X, il y a un personnage qui fait un saut périlleux en l'air, n'est-ce pas? C'était mon idée. Au début, ce personnage était statique, mais comme je viens du milieu de la gymnastique, j'ai suggéré, pourquoi ne pas le faire sauter? Ah, c'était ça. Et quoi d'autre? Je me souviens pas vraiment d'autres suggestions. Il y a donc différentes façons de participer à la création des jeux. Chez Irem, pensez-vous dès le départ au marché étranger lors de la création de jeux? Non, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que le marché japonais des jeux vidéo est le meilleur. Donc ce qui est accepté au Japon peut fonctionner partout dans le monde avec quelques ajustements.
Inversement, si notre entreprise était basée en Amérique, nous nous concentrerions d'abord sur la conquête du marché américain. Une question légèrement différente. Actuellement, les jeux d'IREM ont l'image d'être des jeux de haute qualité, destinés aux passionnés. Qu'en pensez-vous? Ah bon? Nous ne cherchons pas consciemment à créer cette image, mais il semble que les joueurs aient naturellement cette perception d'IREM, ce qui est très gratifiant. Quelles sont les perspectives futures pour IREM? À court terme, nous allons continuer à enrichir notre gamme de jeux de table. Par exemple, nous n'avons pas abandonné les jeux en 3D que nous nous sommes lancés récemment. Nous continuerons à relever des défis dans ce domaine. Nous examinons également les possibilités de développer des bornes d'arcade plus grandes. Les logiciels pour Famicom et ordinateurs sont importants, mais notre priorité reste les jeux d'arcade, et nous allons concentrer toutes nos ressources pour créer de bons jeux d'arcade. À long terme, nous aimerions pénétrer le monde de la micromécanique et y prendre une position de leader. En termes de technologie informatique, nous sommes déjà en bonne voie. Le responsable du développement dit souvent que l'implication émotionnelle des concepteurs dans leur projet est essentielle. C'est une énergie créative très importante. Toutefois, si cette implication devient trop personnelle, le jeu risque de ne plus être compréhensible pour les autres. Nous rappelons constamment que les jeux doivent être conçus pour que les bons joueurs, comme les moins bons, puissent y prendre plaisir. Sinon, cela ne reste qu'une satisfaction personnelle. Nous ne faisons pas non plus de distinction entre les jeux destinés aux adultes et ceux destinés aux enfants. Une telle exigence limiterait la créativité. Si un adulte trouve un jeu intéressant, il est naturel qu'un enfant le trouve également intéressant. Nous progressons vers une technologie où de petites figurines, ressemblant à de vraies personnes, peuvent parler, tirer des armes, courir et voler dans le monde réel, et être contrôlées librement par les spectateurs. Imaginez le plaisir de cela.涙その努力に感謝しよう。日本のゲーム文化誇りに思うザ・スパイサイダーと共にザ・スパイサイダー僕たちの旅90年代